Bonjour à tous, alors aujourd'hui, là nous sommes à Jette, chez moi, mais nous allons nous déplacer à Schaerbeek, au parc Josaphat, pour rencontrer un député qui travaille pour la région bruxelloise, mais aussi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il s'agit de Martin Casier. C'est parti, allons à sa rencontre maintenant. Alors, bonjour Martin Casier. Bonjour, là. Je suis très content de vous recevoir. Alors, nous avons ici quelqu'un qui occupe plusieurs fonctions. Alors, je fais un peu votre CV, vous avez 37 ans, vous occupez 7 fonctions différentes. Je ne vais pas toutes les citer, sinon demain on est encore là. Alors, vous êtes député régional pour la région bruxelloise. Exact. Vous êtes aussi député en Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous êtes encore aussi vice-président du PS bruxellois. Ouais. Et vous occupez aussi des fonctions dans votre commune, la commune de Watermal-Boisfort, exactement. Avec les mêmes cerisiers du Japon qu'ici. Je vois que vous en êtes très fier et c'est super cool. Ouais, je suis né là, j'ai vécu là avec mes parents toute ma jeunesse. Et puis c'est pour ça que j'étais à l'ULB aussi, parce que c'était juste à côté. Oui. Et ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté parce que j'ai pas eu besoin d'un code tout de suite. Ouais, et puis j'ai eu le plaisir de m'investir depuis 2018 dans ma commune, au conseil communal. Mais on est dans l'opposition là, donc Oui. on doit se battre. Une petite question quand même, parce qu'il faut savoir qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y a pas d'élection directe. Exact. Alors que pourtant, c'est quand même une compétence qui tient Super notamment. importante. Il y a aussi l'enseignement supérieur qui est géré par les communautés. On va en parler bientôt. Mais justement, comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour les jeunes qui nous regardent, parce que c'est quand même un média de jeunes aussi. Et voilà, comment ça fonctionne pour les communautés? Ouais, et c'est vrai que c'est super. La Belgique, c'est toujours compliqué. Ah oui. Historiquement, moi, je me souviens encore quand j'ai voté la première fois, je votais pour les communautés. Ok. Et donc, on avait des listes séparées pour la région et la communauté française. Et puis, dans une des réformes de l'État, on a supprimé ça aussi parce qu'il y avait plus tellement de candidats que les gens ne s'y retrouveraient pas toujours. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Les Wallons et une partie des Bruxellois francophones composent le Parlement de la communauté française. Le Parlement de la communauté française, c'est 94 personnes ensemble, et on a, j'ai un doute maintenant, mais 19 Bruxellois, je crois, Oui, c'est ça, qui exactement. siègent, merci de m'aider, 19 Bruxellois qui siègent au Parlement de la communauté française en fonction de ce qu'on appelle la clé d'Onne. Donc chaque parti, en fonction de son score électoral dans sa région, peut envoyer un certain nombre de députés. Le PS, par exemple, on envoie 5 personnes à la communauté française, et je suis une de ces 5 personnes. Et puis je rejoins là tous mes camarades wallons du PS qui, eux, sont membres de la région wallonne. Alors maintenant, une question un petit peu plus sur vous. Je sais que vous êtes diplômé en astrophysique à la VUB. Alors bon, l'astrophysique, c'est les sciences. Je sais que astrophysique et politique, ça rime. Mais pourquoi passer des sciences à la politique? En fait, parce que durant tout mon parcours académique, j'ai fait les deux. J'ai été représentant étudiant, déjà dans mon école secondaire à Jacquemin à l'époque, et puis j'ai été représentant étudiant à l'UNIF très rapidement, d'abord dans mon département de physique, puis dans la fac, puis au CA de l'ULB. Puis j'ai été vice-président du CA de l'ULB pendant 5 ans, bon CV, comme étudiant. J'ai beaucoup travaillé à l'époque sur le logement étudiant, sur la question des services sociaux. J'ai dirigé ad interim les services sociaux de l'ULB aussi pendant quelques années après. Et puis c'est vrai que du coup, j'ai toujours fait un peu à la fois un bout de carrière scientifique, un bout de carrière. Alors à l'ULB, c'est pas de la politique partisane, on n'est pas dans un parti, mais c'est de la politique. On décide de ce qu'on va faire avec les choses. Et maintenant, je continue à faire la même chose puisque je suis en politique, mais je garde un petit mandat d'assistant. Je suis prof à l'ULB encore, en Polytech et à Solvay, je donne des cours de physique et de mécanique en première. Je suis assistant, donc j'ai des classes d'une vingtaine, vous avez des amis à moi peut-être? Peut-être, il faut leur demander. Alors pourquoi le Parti Socialiste? Oui, ça c'est une bonne question. Pourquoi le parti? Pas parce que c'est une question compliquée, mais parce que j'ai mis du temps à prendre ma carte. J'étais, je disais, à l'ULB, engagé longtemps. Et prendre la carte politique, ça me paraissait compliqué parce qu'on n'est jamais d'accord avec tout ce que fait un parti. Pourquoi le Parti Socialiste? En fait, la question, elle ne s'est même pas posée chez moi. C'était une évidence que ce serait au Parti Socialiste. Mais pourquoi? Parce que c'est une question de valeur. Parce que c'est une question de valeur. C'est une question de... Qu'est-ce qu'on a envie de défendre dans la politique? Moi, mon constat, c'est que j'ai envie que chacun puisse avoir la vie qu'il veut, s'émanciper comme il l'entend et qu'on n'est pas égaux au départ. Et moi, je trouve que la société, elle doit se bouger pour compenser ça, pour gommer ces inégalités et permettre à chacun de faire sa vie comme il l'entend. Et puis, à l'époque, je trouvais que le Parti Socialiste n'était pas assez écologiste. Et donc, j'avais aussi envie de m'investir beaucoup au PS pour vraiment développer la ligne éco-socialiste. Et c'est ce que j'essaie de continuer aujourd'hui. Alors maintenant, une question peut-être un peu plus compliquée. Que répondez-vous à ceux qui disent que le PS, ce sont des menteurs, ce n'est pas un vrai parti de gauche? Que répondez-vous à cela? On entend beaucoup ça. Comme malheureusement souvent, il y a évidemment des gens qui ont commis des problèmes, des excès, dans tous les partis d'ailleurs malheureusement, dans tous les groupes humains ça arrive. Moi, ce qui m'a toujours rassuré au Parti Socialiste, c'est qu'on les a tout de suite exclus. On les a tout de suite exclus, ils ont directement été renvoyés du Parti Socialiste. Et moi, ça me permet de continuer à me sentir à l'aise. On n'est pas un parti qui entretient ça. Au-delà de ça, je crois qu'au sein du Parti Socialiste, on a énormément, et en fait dans tous les partis politiques, énormément de personnes qui ont des vraies valeurs, qui savent pourquoi ils se battent. On parle toujours des problèmes.
Et c'est normal qu'on parle des problèmes, et parce qu'il y en a, et il faut en parler. Mais la grande majorité des hommes et des femmes qui s'investissent en politique, c'est des gens qui sont super investis, qui sont là pour un combat, pour des valeurs. Et moi, je me retrouve vraiment là-dedans. Et je me bats aussi pour que quand il y a des problèmes, on exclut les gens et qu'on n'en parle plus, et que ces gens quittent le Parti socialiste. On ne peut pas garder des gens indignes au sein d'un parti politique. Vous avez dit tout simplement qu'on ne peut pas être d'accord avec tout ce qu'un parti fait. Justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des mesures prises par le Parti socialiste au niveau fédéral ou régional avec lesquelles vous êtes un petit peu en désaccord, même si c'est votre parti? Au Parti socialiste, on a l'habitude de parler de notre désaccord en interne, et une fois qu'on s'est mis d'accord sur une position, de la tenir. Okay. Donc, je te donnerai pas d'exemple. Okay. Mais non, mais je veux dire, il y a des éléments, par exemple, sur lesquels, évidemment, j'aimerais qu'on soit un peu plus social, un peu plus écologiste. Je pense qu'il y a des matières sur lesquelles, de temps en temps, on est un peu trop timoré. Mais en même temps, je crois que c'est important de comprendre que dans n'importe quel groupe, et singulièrement dans un parti politique, il y a des rapports de force qui se jouent. On n'est pas tous d'accord. Il y a plein de débats qu'on a. Et dans ces débats-là, nous, notre logique, c'est des débats très très forts, très clairs. Et une fois qu'on s'est mis sur une position de compromis, on la tient tous. Et c'est ce qui fait, par exemple, que le Parti socialiste, contrairement à tous les autres partis, sur plein de questions éthiques, par exemple, même si les gens ont parfois des avis, je prends l'interruption volontaire de grossesse par exemple, on sait qu'il y a parfois des gens qui ont des avis un peu divergents. Ici, on a tous des débats pour passer à 18 semaines et tout ça. Chez nous, tout ça, c'est très clair. Tous les débats, ils ont lieu interne. Une fois qu'on a une position, tous les députés socialistes, ils votent la même chose. C'est vrai que de temps en temps, du coup, on doit assumer qu'on n'est pas toujours 100% d'accord, mais par contre, ça fait une énorme force pour notre parti. Et ça permet aussi pour les électeurs, quand on leur dit qu'on va défendre ça, on va le défendre, tous. Et moi, je vois d'autres partis politiques, par exemple, quand il s'agit d'abattage rituel ou quand il s'agit comme ça, ils votent chacun ce qu'ils pensent. Moi, je respecte ça, mais je trouve que, en fait, c'est beaucoup plus clair quand on se tient tous et toutes dans un parti, parce que du coup, pour les électeurs, au moins, il y a une vision claire de la société qu'on défend. Ok, très bien. Alors, vous êtes jeune, vous avez 37 ans. Plus si jeune, malheureusement. En politique, c'est jeune, pour d'autres choses, je ne sais pas. Mais en tout vrai. cas, j'ai vu que vous souhaitez devenir bourgmestre de votre commune. Allez. Vous êtes jeune, vous n'avez pas envie de plus vous êtes député fédéral, ministre. Alors d'abord, j'avais vraiment envie de rester à la communauté française. Et c'est pour ça que je suis resté sur la liste régionale ici. Je suis candidat pour ces élections-ci, pour pouvoir aller siéger au Parlement de la communauté française, parce que j'ai envie de pouvoir continuer à travailler justement sur les matières d'enseignement. Ça, c'est ma vraie première passion. Je m'occupe de plein d'autres matières à Bruxelles, le climat et le logement aussi. Mais oui, bien sûr, le fédéral, c'est super intéressant, mais on ne peut pas parler d'enseignement au fédéral, puisque c'est communautarisé. Donc moi, j'avais vraiment envie de rester ça. Et puis oui, aujourd'hui, c'est l'engagement pour ma commune et pour la région. Si je peux être bourgmestre, c'est, je pense, un des plus beaux postes qu'on puisse avoir. Après, si je peux être ministre, bien sûr, j'adorerais aussi. Bien sûr. Ça dépend des compétences et avec qui. Parce que l'enjeu, c'est pas la place, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme projet. Mais bien sûr, voilà, moi je pense... je trouve que par exemple, au Parlement bruxellois, on a été, grâce aux dernières élections, on a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées. Comme moi, élu pour la première fois. Et donc ça a amené énormément de jeunesse au Parlement. Donc je crois que la vision un peu que les politiques, c'était les vieux hommes, tous les mêmes, ça, c'est en train de changer. Moi, je suis assez fier que mon parti ait décidé de mettre beaucoup de femmes ministres, de mettre beaucoup de personnes de la diversité aussi à des postes de responsabilité. Et ce depuis le début. Le PS, c'est le premier parti avec une femme députée. Ça a été aussi un des premiers partis qui a mis en avant des députés de personnes qui étaient d'origine étrangère. Moi, c'est une grande fierté. Et puis, les jeunes, ils ont une place importante au sein du parti. J'espère continuer à pouvoir la défendre. On verra bien. Alors maintenant, je vais dire un truc qui va peut-être pas trop vous plaire. Vous savez peut-être que le Parti socialiste n'est pas le premier parti de Bruxelles. Mais en tout cas, vous êtes troisième parti dans les derniers sondages. Derrière MR et Écolo. Alors pour vous... Non, derrière MR et PTB. Et PTB, pardon, c'est vrai. Alors du coup, comment comptez-vous remédier à cela? D'abord, c'est des sondages. Les sondages à Bruxelles, ils ont une marge d'erreur de plus de 4,5%. Et donc en fait, on ne peut rien dire de ces sondages. Parce qu'en fait, on est tous dans la même fourchette. Mais c'est clair que ça indique quand même quelque chose. Et singulièrement, le fait qu'il se passe quelque chose, je pense, auprès de la jeunesse, singulièrement. On passe un peu parfois pour un parti de vieux. Il faut dire les choses. Je crois qu'on a un peu cette image, parfois d'un parti de vieux et tout ça. Moi, c'est pour ça que je suis là d'abord. Et heureusement, je ne suis pas tout seul. Il y a plein de jeunes au Parti socialiste. Et donc, il y a un projet, je crois qu'on doit beaucoup plus mettre en avant, qui est la question du revenu de base pour les jeunes, qui est dans notre programme. C'est quoi l'idée? C'est de dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils galèrent. Et donc, on a une proposition qui est super importante pour ça. C'est de dire qu'on veut offrir un revenu de base pour les jeunes de 500 à 1000 euros par mois pour tous les jeunes qui habitent en dehors de leur cellule familiale et les jeunes qui sont aux études.
Parce que c'est aussi important, on dit souvent, ouais, mais si tes parents ont de l'argent, ils peuvent t'aider. C'est pas toujours vrai. Il y a plein de jeunes qui sont aussi en conflit avec leurs parents et qui donc n'ont plus du tout de revenus et qui ont accès à aucune aide. Parce qu'on calcule ça sur base du revenu de leurs parents. Alors pour revenir un petit peu sur Bruxelles, alors bon, le MR est premier, mais je pense, c'est comme beaucoup de personnes, que le MR est premier certainement à cause des événements qui se déroulent à Bruxelles. On sait que le trafic de drogue est en augmentation, beaucoup de fusillades actuellement dans Bruxelles, et peut-être que le MR joue de ça. Alors vous, au PS, qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la sécurité à Bruxelles? Ouais, et ça c'est une super bonne question. C'est vrai que de manière générale, les partis de droite bénéficient toujours des thématiques de sécurité, parce que l'idée ce serait que les partis de gauche, ils sont laxistes sur la sécurité. Or la sécurité, c'est essentiel, parce que les premières victimes de l'insécurité, c'est qui? C'est les plus précaires. Alors comment est-ce qu'on va gérer ça? D'abord, si le gouvernement MR-NVA n'avait pas définancé la justice et la police, on n'en serait pas là. Parce que ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est que ce n'est pas des petits dealers de quartier. Aujourd'hui, c'est quasiment des mafias qui font des règlements de compte dans les rues de Bruxelles. C'est ça qui se passe aujourd'hui, comme dans les films, où on a des règlements de compte. Et si on pense que c'est juste en allant choper les dealers au coin des rues, les mettre en prison, la mafia, elle va trouver quelqu'un d'autre, elle va mettre quelqu'un d'autre au coin des rues. Donc ce qu'on doit, c'est les attaquer au cœur. On doit démanteler les organisations en tant que telles, pas juste les personnes qui vendent. On doit vraiment aller au cœur. Et pour ça, il faut une justice qui a les moyens de faire des enquêtes. Police judiciaire qui a assez de personnes pour le faire. C'est des enquêtes internationales. Il faut des méthodes spéciales d'investigation, des écoutes téléphoniques, des lectures. Tout ça, ça demande du temps, beaucoup de personnel et puis des relations internationales aussi, parce que c'est des réseaux très internationaux. Donc on doit vraiment refinancer de manière très très importante tous les systèmes d'enquête et toute la justice pour que quand on arrive à les détecter, ils soient vraiment condamnés dans des temps rapides. Ça, c'est la meilleure réponse aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et puis évidemment, il y a retrouver la sérénité dans les quartiers. Et ça, c'est clair que ça passera aujourd'hui par une police de proximité qui peut redonner un sentiment de sécurité dans les quartiers. On a besoin de plus de policiers en rue pour l'instant pour redonner ça. C'est tout le projet aussi qu'on a sur les hotspots. Donc on a défini en région bruxelloise des zones prioritaires d'action. Et donc on va aller travailler là. Mais il ne faut pas se tromper. Tant qu'on n'aura pas démantelé, on risque juste de déplacer les problèmes. C'est ce qui s'est passé il y a peut-être tu te souviens, il y a 1 an, 2 ans, c'était à Anvers qu'on avait ces problèmes. Il y avait des fusillades dans les rues d'Anvers. Anvers a fortement augmenté sa police. Qu'est-ce qui se passe? Ça arrive à Bruxelles. Donc on voit bien que ça ne règle pas le problème en profondeur. Pour le régler en profondeur, il faut des enquêtes au long cours, une police judiciaire forte et il faut démanteler les réseaux au centre. Alors, vous avez parlé de refinancer, mettre de l'argent dans la justice, dans la police. Alors, il y a autre chose qui coûte beaucoup d'argent à Bruxelles aussi, c'est le métro 3. Ah ouais, vous savez. Ouais. Alors, le budget, il a triplé. On est, je crois, à 4 milliards d'euros. Le PS est toujours pour le projet du métro 3, si je ne me trompe pas. Il n'y a qu'Ecolo qui est contre. C'est ça l'histoire. Alors, on est pour. Mais peut-être rappeler pourquoi est-ce qu'on est pour et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas trop avoir peur du budget. D'abord, on est pour parce qu'on voit bien, je vais prendre un exemple. Cette année-ci, depuis 2 ans, là, on a rendu les transports en commun presque gratuits pour tous les jeunes, pour les personnes âgées aussi, 1 € par mois. Boum, explosion, première année, augmentation de plus de 40% du nombre d'abonnés à la STIB chez les jeunes. Donc on voit bien que les transports collectifs, c'est super important. Et en plus, quand ils sont quasiment gratuits, tout le monde les prend. Il faut aussi se rendre compte que si on veut diminuer la place de la voiture en ville, ce qu'on doit faire, parce qu'on veut avoir des villes comme ici, comme le parc Josaphat où on est, qui sont agréables à vivre. Donc il faut plus d'espace pour ça, donc moins d'espace pour la voiture, mais donc il faut proposer des alternatives. Donc on a besoin de transports en commun efficaces, qui vont tard le soir et tout ça et tout ça. Et on a besoin de nouvelles lignes, tout le monde le dit. La ligne vers le nord, elle est saturée. Si y a des gens qui nous écoutent, qui prennent le tram, là, elle est complètement saturée. Exactement. Donc on a besoin de ça. Alors ça coûte cher. C'est vrai. Mais quand on a construit le métro à Bruxelles, les 3 lignes aujourd'hui, ça a aussi coûté très très cher. C'était quoi la différence? La différence, c'est qu'à l'époque, c'est l'État fédéral qui a payé. Et l'État fédéral, pour lui, 1 ou 2 milliards, c'est pas un montant qui est indépassable. Pour la région bruxelloise, c'est beaucoup d'argent. Mais il n'y a aucune capitale dans le monde qui fait des travaux aussi importants juste avec ses propres finances. Le fédéral ne finance pas, ne serait-ce qu'un petit peu? Alors ici, Belliris va déjà financer une grosse partie, mais quand on parle de 4,5 milliards d'euros, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que Bruxelles ne va pas du tout payer. Et c'est ça que je dis. L'enjeu, c'est de trouver avec de l'argent européen, de l'argent fédéral, les capacités de boucler ce projet. Moi, je crois qu'on a besoin d'un projet ambitieux, qui a du sens, qui est en capacité de permettre aux gens de complètement changer leur mobilité, c'est-à-dire de laisser leur voiture. Mais donc, on a besoin de transports en commun efficaces. Alors si, par contre, entre-temps, on devait nous démontrer que ça ne sert à rien, on va évidemment pas s'entêter à faire une ligne de métro qui ne sert à rien. Mais aujourd'hui, toutes les analyses, elles nous prouvent que ça a du sens de faire ce métro. Et je crois qu'on doit, plutôt que de crier au problème, on doit trouver les solutions. Et si on met l'Europe, le fédéral et la région bruxelloise, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas une solution. Et il ne faut pas avoir peur, il faut avoir des
des ambitions, mais il faut être sérieux et trouver les bonnes solutions financières. Moi, je ne doute pas qu'on les trouvera. Ok, justement. Alors, vous dites qu'il faut être sérieux. Est-ce qu'il y a justement eu des moments où il y a eu quand même des choses qui ont coincé? Le Palais du Midi, par exemple, comment ça a pu arriver? Ouais. Mais ça, c'est vrai que quand on fait un chantier comme ça, qui passe dans les sous-sols de Bruxelles, on sait que Bruxelles, c'est un ancien marais. Hein. Parce que je tiens juste à rappeler quand même, parce que le Palais du Midi, je dis ça comme ça, mais il faut savoir qu'on va passer par près de la gare du Midi. Ouais. Et il faut savoir aussi du coup que ceci, malheureusement, a découvert qu'il faudrait démanteler le Palais du Midi. Il y a des commerces à l'intérieur. Effectivement, on va le vider et on va le rénover de l'intérieur. Et donc, c'est clair que pour tous les habitants de ce quartier-là, c'est super compliqué. Et pour tous les commerçants. Donc, on doit évidemment aider ces gens. On doit les indemniser, on doit les accompagner, on doit leur trouver une solution. Il ne faut pas les laisser comme ça. Parce que c'est du tissu économique local qui est super important. Mais le problème quand on fait les travaux comme ça, c'est qu'on ne sait pas trop prévoir. C'est aussi pour ça qu'on parle de budget important, parce qu'on doit prendre des marges de sécurité, on doit analyser. On creuse dans le sous-sol, dans un sous-sol marécageux. Et ici, je pense que, je ne sais pas moi comment ça se fait qu'on en est arrivé à ça. Je ne suis pas ingénieur, je n'ai pas fait moi-même les plans. Mais je pense que sans doute, il y a eu pas assez d'études préalables. Et ça, c'est la faute des entrepreneurs qui ont répondu. Vous savez que la STIB, elle est en conflit d'ailleurs avec ces entrepreneurs parce qu'elle estime qu'il y a eu une mauvaise gestion du chantier. Bon, on verra bien ce qu'il en ressortira, mais je crois que c'est à cause de ça qu'on a ce problème. Alors, on va parler d'un sujet un peu plus compliqué qui nous concerne les étudiants, voilà, le décret paysage. Alors, n'empêche, au départ, vous étiez contre. Quand je dis au départ, c'est vraiment il y a quelques années. Mais pourquoi l'avoir voté avec le PS, avec le PS, oui, avec Écolo et le MR aussi? Ouais, d'abord, moi je ne l'ai pas voté. Et je sais pourquoi je ne l'ai pas voté à l'époque, mais c'est vrai, le Parti Socialiste l'a voté. Attendez, juste, vous n'avez pas du coup été en accord avec l'idée de tout votre parti? Donc moi, à ce moment-là, j'ai pensé qu'effectivement, c'était une décision qui allait créer plein de problèmes. Okay. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit au Parlement. Ouais. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a voté? Parce qu'il y avait un compromis avec le MR. Il faut quand même rappeler que c'est un décret qui a été porté par Valérie Glatini, par le mouvement réformateur. C'est pas une surprise pour les gens, hein. On n'est pas d'accord avec le projet de société du mouvement réformateur, sinon on ne serait pas au Parti Socialiste. Et c'est clair qu'on n'était pas d'accord sur un ensemble de prémices. Pour autant, le gouvernement s'est mis d'accord sur un compromis. Et nous, au Parlement, on a... Parce que, si je vous disais, la première version du texte qu'on avait reçue, c'était encore bien pire que ce qu'on a aujourd'hui. Donc on a travaillé énormément sur des améliorations. Par exemple, aujourd'hui on parle toujours des 60 premiers crédits en 2 ans, mais on a créé une exception à ça. Si tu as 50 premiers crédits, tu peux passer avec l'accord du jury. Dans les premières versions, c'était impossible. Dans les premières versions, la réorientation, il n'y avait pas de bonus, il n'y avait pas d'année bonus. Donc ça, c'est tous des trucs qu'on a obtenus pendant la négociation. Et on est arrivé après à un texte qui faisait l'objet d'un compromis avec le mouvement réformateur. C'est leur ministre, c'était leur projet. Et effectivement, dans un accord de gouvernement complet, on l'a voté. Et moi, j'ai dit à ce moment-là, je vous invite tous à aller voir, au moment du vote, qu'on acceptait le compromis, mais qu'on avait vraiment des craintes. Et c'est pour ça qu'on a demandé ces projections. Parce que notre conviction depuis le début, c'est que bien sûr le décret Marcourt avait des problèmes. C'est clair. Et on avait des étudiants qui traînaient des crédits trop longtemps, qui avaient des sacs à dos trop longs, aussi parce que les jurys ne suppriment plus les échecs. Hein. Moi, quand j'étais étudiant, j'étais dans Bologne, donc j'étais déjà avec des crédits, mais j'avais encore des années d'études. Mais à l'époque, quand tu avais un échec en 8 ou en 9, la DLIB te levait souvent l'échec. Et donc tu passais l'année supérieure avec un cours que tu n'avais jamais réussi, mais le jury avait décidé de te libérer de ça. Avec Marcourt, comme les gens se sont dit, en fait les étudiants peuvent passer 10 fois le même examen, on ne va plus lever les échecs, ils finiront bien par le réussir une fois. C'est aussi pour ça que les étudiants se sont retrouvés avec des casseroles derrière eux. Mais donc il fallait changer ça, c'est clair. C'est aussi pour ça qu'on a voté la réforme, parce qu'on ne pouvait plus continuer comme c'était avant. Pour autant, on avait dit, en fait, nous, on a vraiment des craintes sur les étudiants les plus précarisés. On a aussi, ça devient super technique, mais sur les étudiants dans l'ancien régime, on a dit, le passage au nouveau régime va poser les problèmes. C'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Et même les recteurs et les rectrices sont sortis cette semaine pour dire, il y a des problèmes. Il y a des problèmes sur les anciens, et puis il y a un truc qu'on ne pouvait pas savoir à l'époque, c'est le Covid. Le Covid, il a aussi eu énormément de problèmes dans les apprentissages, c'est pas à toi que je dois le dire, c'est pas à vous que je dois le dire. Et donc il y a beaucoup d'étudiants qui sont arrivés avec un peu de retard scolaire, mais surtout parfois avec beaucoup de manque de confiance en eux et beaucoup de problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie en France, quelques semaines, 20% des jeunes sont en état médical de dépression. Et on ne peut pas, à eux, leur dire on va resserrer la vis. Or, c'est ça qu'a fait le décret Glatini. Et ça, on ne pouvait pas prévoir en 2021 que l'impact du Covid allait être aussi important. Donc c'est tout ça qui fait aujourd'hui qu'on se dit, en fait, nous, ça fait 2 ans et demi qu'on demande ces projections pour être rassurés. On ne les a jamais reçues. J'ai demandé 17 fois, j'ai posé 17 fois la question à la ministre, jamais une réponse. En fait, je crois qu'elle ne nous a jamais pris au sérieux. Elle n'a jamais cru qu'on était sincère. Or, c'était évident qu'on avait besoin de ça. Donc ça,
Le fait que le Covid est passé par là et a laissé des traces beaucoup plus profondes qu'on pensait, ben nous on estime que ça justifie le fait aujourd'hui de dire bon ben stop, avant que ça rentre en vigueur complètement, il faut quand même qu'on soit certain qu'on ne fasse pas de conneries. Donc on veut faire cette protection, on veut protéger tous les étudiants pour leur permettre de se réinscrire l'année prochaine, se donner une année de plus pour analyser les chiffres de réussite de juin, voilà, de septembre, et sur cette base-là, de modifier le décret s'il faut le modifier. Ok, très bien. N'empêche, au départ, sur vos réseaux sociaux en tout cas, il était question vraiment de retirer le décret. Alors bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a quand même beaucoup d'étudiants qui ont eu le sentiment que le PS… qu'on a changé d'avis. Voilà, tout à fait. Alors que vous avez bien choisi vos moments quand même pour dire que vous voulez retirer le décret. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour passer d'une volonté de retrait à une volonté de moratoire qui retarde… Mais d'abord, en fait, il faut être au clair, le mot retrait, il est un peu bizarre parce que la FEF, elle appelle au retrait aussi, mais elle ne fait pas de retrait, elle modifie le décret. Oui, c'est vrai, elle a un nouveau décret, mais qui est… Voilà. Donc c'est de modifier. Donc d'abord, c'est vrai que les mots sont un peu compliqués, parce que si on retire le décret, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, c'est le bordel. Donc on ne peut pas retirer, il faut modifier. Mais on veut le modifier sur des critères objectifs. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, on a vu aussi la mobilisation des académiques et tout ça, c'est qu'on n'est pas tous d'accord. Une bonne manière de réussir à se mettre d'accord et d'objectiver les choses, c'est d'avoir des chiffres réels sur qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les étudiants qui sont impactés. Et ça, on ne les aura pas tant qu'on n'a pas fini cette année. Et donc si on veut avoir un débat sérieux là-dessus, il faut avoir un débat qui se base sur la réalité de terrain et sur les résultats de maintenant. Donc on continue à avoir notre volonté, nous, de modifier le décret. Simplement, on croit que la bonne manière de le faire, c'est de d'abord protéger les étudiants d'un an, analyser, travailler pendant un an sur la modif et puis le changer. Donc on n'a pas changé d'avis. On veut juste le faire en 2 étapes pour le faire le plus sérieusement possible. Ok, très bien. Alors du coup, en fait, il faut savoir que, bon, à cause de ce qui s'est passé le 2 avril, si je me souviens bien, il y a beaucoup de jeunes qui peut-être… ont eu l'impression qu'on repoussait tout. Hein. Tout à fait, mais aussi qui se sont dit, peut-être oui, au début j'étais pour PS et écolo, mais maintenant je vais peut-être aller ailleurs, vers le PTB, le MR, je ne sais pas. Petite précision aussi qui est assez intéressante, c'est qu'au moment où cette vidéo sortira, normalement vous aurez déjà voté pour soit votre moratoire, ou bien tout simplement pour le maintien du décret paysage tel qu'il existe déjà. Pas. Écoutez, on verra bien, l'avenir nous le dira. Et donc du coup voilà, à ce moment-là, au moment où on tourne la vidéo, on ne sait pas, mais vous saurez certainement quel sera l'avenir du décret paysage. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense que si les jeunes sont fâchés contre le décret paysage, il ne faut pas voter MR. Parce que c'est leur décret. Et aujourd'hui… Mais justement, alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, au moins le MR, ils ne me mentent pas. Ils savent que, voilà, ils veulent un décret paysage, ils sont pas focus avec nous, ils disent ce qu'ils veulent, et même si ça ne nous plaît pas, tant pis, mais voilà, quoi. Au moins, ils sont sincères avec nous. C'est l'impression que disent, en tout cas, certains étudiants. Donc, je peux comprendre ça. La sincérité que nous, on a, elle est dans 2 aspects. C'est qu'on n'a jamais menti depuis 2 ans et demi, et que notre objectif, c'est de protéger les étudiants qui sont injustement impactés. Donc si des étudiants aujourd'hui se disent « mais merde, l'année prochaine je risque d'être non finançable », c'est pas avec le MR qu'ils vont réussir à être protégés. Quand on fait une loi et que la loi elle a des impacts ou des conséquences qu'on n'avait pas tout à fait prévues, est-ce qu'on a raison de s'entêter ? Moi je crois pas. Moi je crois qu'on montre notre intelligence et on montre notre attention au public en disant il faut peut-être la modifier avant que les problèmes se posent. Et le avant que les problèmes se posent, c'est maintenant. Parce que si on attend après ici le 9 juin, il n'y aura pas de Parlement, pas de gouvernement, on ne sera pas en capacité de changer le décret. Donc il faut le faire avant ce qu'on appelle la fin de la législature. Donc en tout cas, voter MR, si on n'est pas content sur le décret paysage, je crois que c'est une mauvaise idée. Pour le reste, ce qui s'est passé le 2 avril, c'est juste qu'on a dit, nous on va avoir un texte aussi. On l'a déposé d'ailleurs ce texte. Ça a mis du temps parce que c'est compliqué toutes les procédures parlementaires. Et on veut juste avoir un seul et même débat ensemble. Avec le texte qui a été déposé par le PTB, notre texte à nous, on ne va pas repousser, on ne veut pas ne pas en parler, on va en parler. D'ailleurs, mardi, les 2 textes sont agendés. Donc je sais que c'est un peu compliqué à comprendre. Ce n'était pas du tout une manœuvre pour repousser ou éviter le problème. C'était juste d'avoir une seule et même discussion avec tous les documents en une fois, éviter d'éparpiller le truc et de permettre d'avoir plusieurs solutions sur la table et de pouvoir juger chacune de ces solutions. Alors du coup, vous avez écrit un moratoire avec Écolo. Si vous avez écrit un moratoire avec Écolo, ça veut dire que vous pensez que le décret écrit par la FEF n'est peut-être pas vraiment cohérent ou correct pour vous. Qu'est-ce qui coince dans ce décret qui, je le rappelle quand même, est aussi porté par le PTB? Oui, exactement. Mais donc, le problème, si tu veux, c'est pas le fond. Et je l'ai dit moi-même, nous, on pense qu'on va devoir modifier le décret en profondeur, qu'on va devoir changer les éléments du décret. Mais on veut le faire, et je pense que c'est ça le sérieux, c'est de le faire sur la base des résultats.
des chiffres réels de ce que les étudiants vont faire ici en juin, vont faire en septembre, de qu'est-ce que ça aura donné. Donc les chiffres de la FEF, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas que j'y crois pas. Non, les chiffres de la FEF sur la quantité d'étudiants impactés, on sait aujourd'hui que les 70 000, ça a l'air un peu surévalué. Les institutions, elles sont plutôt aux alentours de 10-15 000 étudiants, mais c'est pas ça qui est important. Franchement, il y aurait même 10 étudiants qui sont impactés injustement, c'est 10 de trop. Mais par contre, mon problème, c'est que si on change les critères du décret maintenant, c'est ce que propose la FEF. D'abord, on va le faire sans base objective, puisqu'on n'aura pas eu les résultats de juin et de septembre. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau dans un débat où en fait on va opposer tout le monde, on n'aura pas de critères objectifs pour les analyser. Et puis changer les règles à 2 mois des examens, honnêtement c'est prendre vraiment un risque que ça foute la pagaille dans les institutions, parce que les personnels administratifs ils vont devoir changer tout leur système. C'est pour ça que nous ce qu'on dit c'est on veut modifier le décret, mais on veut le faire bien. On veut le faire sereinement et on veut le faire en concertation. Donc on veut des chiffres de réussite de juin et de septembre. On aura eu une année entière, on pourra voir quels sont les étudiants où ça pose vraiment problème. Et modifier le décret sur cette base-là. Et on ne veut pas créer la pagaille dans les institutions maintenant. Donc est-ce qu'on a des problèmes de fond dans les éléments qui sont évoqués dans le décret par la FEF? Non, moi il y a des éléments qui me conviennent assez bien. Mais le faire maintenant, je pense que c'est pas sérieux et c'est pas responsable. C'est pour ça qu'on veut le faire en 2 temps et c'est pour ça qu'on veut surtout le faire sur base de la réalité de ce qui se sera passé sur le terrain, sur base des résultats. Ok, très bien. Merci à vous, monsieur Merci à Cazé. toi. C'était un plaisir. Partagez. Écoutez, on va faire l'outro, on appelle ça ensemble. Alors merci à vous, monsieur Cazé, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, vraiment. Et merci aussi à Nasser, qui est membre du PS, qui a fait le lien entre vous et Qui moi. a permis de nous mettre en contact. Merci Tout beaucoup simplement. pour ce moment-là. En tout cas, Voilà, c'était super. merci à toi Nasser. Et bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube, sur TikTok, Instagram, partout. Peut-être, je ne sais pas, que cette interview donnera à d'autres membres de d'autres partis aussi de venir simplement me parler un petit peu, discuter un petit peu en tout cas. Mais merci à vous d'avoir été peut-être un précurseur. Hein, je sais pas. Ça, on sait jamais. Vous êtes en tout cas le premier homme politique que je vais J'espère interviewer. qu'il y en aura d'autres. J'espère aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et peut-être C'était à une prochaine, super. on ne sait pas. À Merci bientôt. beaucoup. Ciao.